Alors, bonjour, on va débuter. Je vous demanderai de vous asseoir. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour la dernière présentation de la session d'automne des ateliers de la recherche de la section de droit civil. Ça me fait très plaisir d'accueillir notre collègue Margarida Garcia, qui est professeure adjointe ici à la section de droit civil, mais également au département de criminologie à la faculté des sciences sociales. Ça me fait d'autant plus plaisir que le thème qu'elle va aborder, cartographe, voyageur et architecte, plaidoyer pour un paradigme des interconnaissances dans la recherche en droit, et s'est retrouvé, là, pour ceux qui étaient des fidèles au cours de notre session, s'est retrouvé donc en filigrane de plusieurs de nos présentations, donc ça nous permet d'y revenir puis d'en discuter. Alors, merci Margarida d'avoir accepté l'invitation, puis à toi. Alors d'abord, merci à toutes et à tous. C'est vraiment génial de vous recevoir ici. Merci d'avoir trouvé le temps de participer à cette conversation. Je sais comment c'est difficile de le trouver, surtout en fin de session, donc grand merci. Je suis d'autant plus touchée que je vois des étudiants de droit, des étudiants de sciences sociales, des collègues en droit, des collègues en sciences sociales, en common law, en droit civil. Je vois même de la famille. Alors, ça me touche particulièrement parce que c'est vraiment une conversation, si vous voulez, sur un axe de mon programme de la recherche qui met au centre de la réflexion l'idée d'échange, l'idée de richesse, l'idée de comment c'est important de puiser dans la diversité des expériences pour produire des idées, des pratiques innovatrices en droit. Je pense que nous, les juristes, on se voit dans cette phase de transition que subissent nos facultés par rapport à l'enseignement, à la recherche, et on se voit surtout comme des consommateurs d'idées et de pratiques innovatrices. On se voit même comme des producteurs de ces idées et de ces théories et de ces pratiques. Et donc, c'est vraiment un axe de la recherche qui est un des préférés de mon programme de recherche, si vous voulez, et dont le centre est vraiment cette idée. Ça a commencé avec le thème de la recherche empirique et droit, et ça s'est élargi progressivement au thème de l'innovation et droit. Et dans ce thème plus large, j'inclus l'enseignement et la pratique du droit. Il y a des morceaux de cette recherche qui sont déjà plus développés, d'autres qui sont vraiment très préliminaires. Et c'est pourquoi je vous demande vraiment un point de vue, un apport, des commentaires critiques seront vraiment très bien accueillis parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux encore changer, que je tâtonne. Et donc, ça sera vraiment une contribution que vous pouvez faire à cette recherche. OK. Alors, bon, le titre de ma conférence, vous le voyez. Comme je disais, c'est un des résultats des sous-produits de cet axe de mon programme de recherche autour de ces deux thèmes que je vous ai présentés et qui me passionnent. Je vais commencer, en fait, je vous montre mon plan. Je vais faire une introduction pour présenter un tout petit peu cet axe de recherche, pour vous parler aussi comment je suis venue à cet axe de recherche. Je dirais que l'histoire que je vais vous raconter, elle est aussi, si vous voulez, l'histoire de trois moments de ma relation avec le droit. Des questionnements qui sont vraiment liés à ma trajectoire intellectuelle et professionnelle, où je me questionnais en droit, après sur le droit et enfin avec le droit. Et donc, c'est vraiment un moment, si vous voulez, qui est aussi biographique. Je dirais, donc après, je vais vous montrer, je vais dire quelques mots sur le volet enseignement. Je vais vraiment centrer la présentation sur la question de la recherche. C'est le thème, disons, qui est le plus intéressant pour les ateliers de la recherche. Et donc, je vais conclure avec cette idée, vous avez lu le court texte que je vous ai envoyé, de l'intérêt de commencer à réfléchir à une attitude différente orientée par le concept d'interconnaissance. Je me base ici sur les travaux, mais assez librement, je dirais, du sociologue et juriste portugais Boaventura de Sousa Santos. D'accord? Donc, petite introduction, ces deux thèmes dont je viens de vous parler. Je vous dirais que j'ai amorcé cet axe de recherche officiellement le 12 novembre 2010 à l'Université Laval, dans le cadre d'une conférence prononcée lors de la journée d'études sur la méthodologie et l'épistémologie juridique organisée par Georges Azaria. Donc, j'ai fait une présentation. C'était pour moi
un début, si vous voulez, d'une réflexion plus approfondie sur ces thèmes, mais aussi, paradoxalement, c'est l'aboutissement, je dirais, d'une question que mon parcours académique et professionnel m'obligeait de regarder d'en face. Okay? Moi, j'ai été une étudiante en droit très insatisfaite. J'ai fait une licence et même une post-licence en droit. Au Portugal, la licence est 5 ans. Après, j'ai enchaîné avec une post-licence, donc 6 ans. Et je n'ai jamais trouvé dans mes études en droit les outils qui me permettaient de répondre aux questions que je me posais à l'époque quand j'ai commencé mes études à l'université. Je voulais mieux comprendre le monde, comme tout le monde à cet âge, j'imagine, et la faculté de droit a été pour moi une déception. Elle ne m'a pas aidée vraiment dans cette tâche. Il faut dire que j'ai fait des études dans une des facultés les plus traditionnelles de la vieille Europe, donc ce n'était pas parti pour l'innovation, là, disons, très prestigieuse, mais très peu stimulante. Donc, je ne dis pas que c'est le cas partout. Je ne dirais pas que c'est certainement pas le cas ici à la section. Mais j'ai reçu un enseignement désincarné complètement, acritique, apolitique. La réflexion était vue comme un péché, vraiment. On nous disait, vous n'êtes pas ici pour réfléchir, je ne rigole pas. La reproduction mécanisée était un atout. Et donc, je sentais que je venais de rentrer dans une espèce d'univers parallèle et que je devais être même contente d'y avoir accès à cet univers dans lequel n'était conviée qu'une poignée d'élus. Mais je ne me sentais pas très contente, en fait, dans les faits. On présentait des schémas normatifs très abstraits, très déconnectés, que je devais appliquer de façon automatique et surtout ne pas me poser de questions. Et ce n'était même pas tourné vers la pratique. Okay? En 5 ans, je n'ai jamais vu un vrai contrat. Donc, c'était juste de la doctrine de la plus haute sphère d'abstraction, mais ni théoriquement intéressant, ni intéressant d'un point de vue pratique, en fait. Donc, il faut vraiment le vouloir, quoi. Mon insatisfaction, venait aussi du fait que je sentais que progressivement, si vous voulez, on taisait en moi cette envie de mieux comprendre le monde et on le faisait, on endormait ça, si vous voulez, par une pratique systématique et organisée de la recherche de bonnes raisons juridiques pour toutes les mauvaises décisions sur les plans moraux, éthiques, sociaux, etc. Et donc, vous connaissez très bien tous ici les procédés de cette naturalisation de la raison juridique, l'idée d'universalité, la retraduction de la vie sociale en fait juridique, les constructions grammaticales passives et impersonnelles, A a tué B, on ne donnait même pas de nom aux acteurs dans nos cas pratiques, vraiment. Et donc, les règles du jeu, la rhétorique, vous les connaissez. Bon, tout n'était pas mauvais, bien sûr, je ne vais pas exagérer, j'ai fait des excellents amis, j'ai appris à jouer au baby-foot, donc il y a eu des morceaux qui étaient agréables, et de façon plus sérieuse, je dirais que j'ai même eu certains oasis ici et là, des matières qui m'ont vraiment passionnée, des enseignants aussi qui étaient inspirants. Donc, mais je dirais que ce n'était pas la règle en général, je me suis beaucoup ennuyée pendant ces 6 ans. Après, barreau, pratique, et là encore, un moment difficile dans ma trajectoire. Pour celui qui fait du droit criminel du côté de la défense, les questionnements arrivent très vite aussi. Et donc, de nouvelles incompréhensions et encore une fois, un sentiment d'être mal outillé pour ça aussi. Et donc, tout cela m'a poussé à chercher refuge du côté des sciences sociales où j'ai séjourné pendant 10 ans dans les facultés de sciences sociales. Et pour moi, c'était vraiment un moment d'oxygénation du cerveau. Okay? Ce n'est pas le cas pour tout le monde. J'ai une amie qui a fait exactement la même chose. Et elle, arrivée aux sciences sociales, elle a manqué d'air, vraiment. Et elle est revenue à la course au droit. Pour elle, ce n'était pas intéressant. Moi, je me suis sentie déstabilisée, c'est clair, mais contente, heureuse. Même si par ailleurs, ce n'est pas non plus, disons, le paradis sur Terre. Disons, il y a là aussi des questionnements, des insatisfactions, mais c'était juste une dimension de la réflexion qui pour moi était essentielle. Disons que j'ai toujours gardé le droit comme objet d'étude pendant ces 10 années dans les facultés de sciences sociales, mais j'ai abandonné la façon
de l'approche que j'avais apprise pendant 6 ans, c'est-à-dire la méthode dogmatique. Donc, j'ai puisé dans d'autres façons de faire. Et donc, pendant 10 ans, j'ai fait des recherches sur le droit. C'était pour moi le temps fort de l'interdisciplinarité, si vous voulez, d'une espèce de double personnalité aussi. J'avais 2 disciplines, 2 univers, 2 familles, et j'essayais de les articuler du mieux que je pouvais. Cette double vie s'est traduite par une double affectation lors de mon embauche. Comme a dit Marie-Ève, je suis professeure ici et aussi à la Faculté des sciences sociales. Et disons, ça me correspond assez bien. En fin de compte, j'ai 2 amours et donc ça se justifie. Mais bien sûr, certains inconforts aussi. Je suis souvent perçue comme une sociologue parmi les juristes. Je suis perçue comme une juriste parmi les sociologues. Et donc, vous connaissez tous la complexité d'avoir une seule famille, imaginez 2. Donc, encore une fois, des questions à régler. Tout ça pour vous dire que toutes ces expériences, comme étudiante, comme avocate, comme professeure en droit, en sciences sociales, comme superviseur aux études supérieures, tout ça m'a vraiment conduit naturellement, je dirais, à un effort de réflexivité très sérieux sur la diversité des expériences avec le droit et sur les ponts possibles à faire, si vous voulez, entre ces univers que sont l'enseignement, la recherche et la pratique. Je sentais dans ces milieux que je développais à chaque fois des muscles différents et que je voulais mettre à contribution d'un projet plus solide, disons, autour de cette tâche qui est de comprendre le droit, bien sûr, pour agir sur le monde, pour traiter des problèmes qui nous préoccupent tous, de discrimination ou de, disons, recherche de modèles normatifs plus satisfaisants par rapport à notre monde contemporain. Et donc, 12 novembre 2010, j'ai inauguré officiellement cet axe de la recherche et je vous dirais que en 2011, j'ai produit un texte dans lequel j'ai surtout pensé à cette articulation du point de vue de l'interdisciplinarité. Aujourd'hui, je suis dans une phase où j'explore à fond le point de vue de l'interconnaissance, de l'intercognitivité, je le dis. La différence entre les deux étant que quand on est dans le monde de l'interdisciplinarité, on se préoccupe avec le dialogue du droit avec d'autres disciplines. Le monde des interconnaissances est pour moi, si vous voulez, le monde du dialogue entre différents types de savoirs sur le droit, des savoirs scientifiques et des savoirs non scientifiques, des savoirs détenus par les praticiens, les acteurs sociaux, les mouvements sociaux qui sont dans les luttes pour la reconnaissance des droits, des communautés qui sont porteuses de normativité contre-hégémonique, enfin, toutes sortes de la théorie du droit, de la doctrine, tout ça. Donc, c'est vraiment un moment d'articulation de ces savoirs, donc très basé sur l'idée de collaboration, d'enrichissement mutuel, d'ouverture, de reconnaissance de la possibilité d'apprentissage mutuel, de reconnaissance des ignorances mutuelles. Et donc, c'est vraiment autour de ces idées que je suis en train, disons, d'articuler ce paradigme des interconnaissances et des avantages, si vous voulez, à l'embrasser, si on est bien sûr préoccupé par l'idée de produire des pratiques et des idées innovatrices en droit. Donc, c'est vraiment l'horizon de fond de cet axe de recherche, comment produire ces idées, ces pratiques innovatrices sur les plans de l'enseignement, de la recherche et de la pratique. Okay? Un petit mot sur l'enseignement. Je ne suis pas allée très loin encore par rapport à cet axe, si vous voulez, mais disons que l'idée générale dans cet axe de la recherche, c'est de comment penser à des alternatives à notre façon traditionnelle d'enseigner le droit, et donc axer l'enseignement davantage sur, par exemple, la participation, sur les expériences, apprendre par l'expérience, mais aussi par un renforcement de la réflexion théorique dans les facultés de droit. Je pense que c'est important. Par exemple, mieux articuler les études de premier cycle et les études de deuxième cycle pour séparer ce fossé entre ces deux univers. Au premier cycle, on prépare des juristes. Au deuxième cycle, on s'attend à trouver des chercheurs. C'est très compliqué, c'est difficile. C'est un défi pour nos étudiants de maîtrise et de doctorat.
Et donc, je pense qu'il faut amener une réflexion là-dessus qui, encore une fois, intègre et fasse des ponts entre ces deux univers. Il faut dire qu'on est passé, disons, d'un mode où la recherche en droit était faite par des savants à un mode où la recherche en droit est faite aussi par des chercheurs. Et donc, des fois, c'est difficile d'articuler ces deux forces, si vous voulez. Juste un petit... ça, c'est un extrait du livre blanc qui m'a envoyé Dominique cette semaine sur donc, le livre blanc sur le futur du doctorat en sciences humaines. Merci Dominique, c'est très intéressant comme lecture. Réalisé par l'Institut de la vie publique des arts et des idées de l'Université McGill et financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. On cite un sondage de 2013 où on indique que 95% des employeurs examinés préfèrent embaucher des diplômés universitaires qui ont des compétences qui leur permettront de contribuer à l'innovation du milieu du travail. Donc, la question ici à se poser, c'est est-ce qu'on est en train d'outiller nos étudiants dans les facultés de droit de façon à ce qu'ils puissent contribuer de façon innovatrice, si vous voulez, à la formulation des problèmes et des solutions juridiques de notre temps. Petite citation d'un texte de Savoie des années 70, 1970, regardez, et où il dit « As social problems proliferate, traditional legal education, aggressively abstract and perversely indifferent to the findings of the social and behavioral sciences concerning the human condition, is in serious danger of becoming a monumental irrelevancy in the process of social change. » Donc, cette idée que si on veut être des acteurs actifs à penser le changement social, on a peut-être intérêt à ouvrir un petit peu l'enseignement à des pratiques différentes. Il dit une chose que je trouve intéressante. I am disturbed by the present drift of legal education. Regardez ça, c'était donc en 1970. Not in the way that loud noises and sudden jolts are disturbing, but as countless nights of dreamless sleep are disturbing. Moi, je me revois un petit peu dans cette citation pendant les 6 ans dont je vous ai parlé tantôt. Donc, je pense qu'on doit vraiment reprendre, continuer, approfondir cette conversation de comment faire en sorte que nos facultés de droit soient des espaces de rêve, d'expérimentation, de création, de contribution à la communauté des personnes et à la communauté des idées qui sont nécessaires pour changer le monde de la façon qu'on considère souhaitable, disons. Alors, je n'ai pas trop avancé dans cet axe, je vous ai dit, mais je suis en train, ce que je fais, c'est que je regarde dans d'autres universités dans le monde et au Canada, qu'est-ce qu'on est en train de faire en termes de pratiques innovatrices. Par exemple, une personne avec qui je fais de la recherche au Brésil sont en train de faire vraiment une réflexion approfondie sur ça. Ils ont produit plusieurs documents, mais un particulièrement intéressant qui s'appelle « Ensino do direito para um mundo em transformação », traduction, l'enseignement du droit pour un monde en transformation. Et donc, vraiment, ils prennent ça très au sérieux et ils sont en train de voir comment peut-on innover à cet égard. Et donc, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se faire. Je pense qu'on a intérêt à aller chercher ces pratiques nouvelles, différentes, complémentaires pour nous en inspirer, si vous voulez. OK, voilà pour l'enseignement. Donc, le reste de ma conférence sera vraiment centré sur la recherche. Ici, encore une fois, je pense qu'on vit un moment extrêmement intéressant, extrêmement riche en ce qui concerne la recherche dans les facultés de droit. Intéressant, je dirais, parce qu'il y a une diversification des façons de faire de la recherche, diversification des méthodes, diversification des façons de faire, des façons de penser. Donc, cette idée que oui, on a des érudits, des savants, mais on a aussi des chercheurs, et dépendamment comment c'est quoi, disons, notre identité première, on va pouvoir contribuer de façon différente à la recherche en droit, mais de façon donc importante. Je pense que dans ce moment intéressant et riche, autant la recherche de type formaliste positiviste, disons, que la recherche interdisciplinaire se sont enrichies et complexifiées. Je vois des avancements et je vois de la complexification intéressante des deux côtés, d'accord? Je pense que la recherche dite, disons, critique, interdisciplinaire, alternative, etc.,
a dépassé une phase un peu adolescente dans laquelle il fallait s'affirmer à tout prix contre la tradition et donc il fallait aussi dévaloriser ce que faisaient les autres. Je pense que de l'autre côté, la recherche dite traditionnelle arrive aussi à mieux s'en sortir de la position défensive, bien sûr, dans laquelle elle était, étant donné disons, l'attaque de la recherche critique et de la recherche interdisciplinaire, entre guillemets, ce qui était perçu comme une attaque. Je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, et on le voit même dans les acteurs judiciaires aujourd'hui, les juges et les procureurs ont de plus en plus recours aux connaissances produites par les sciences sociales pour motiver leurs décisions, tout comme ils ont recours, par ailleurs, aux matériaux traditionnels du droit. Donc, il y a dans le terrain, cette intersection, elle est déjà en train de se faire. La question, c'est est-ce qu'elle est en train d'être réfléchie, cette articulation? Je pense que pour que les ponts entre ces différents types de recherche et d'attitudes et de pratiques du droit, pour qu'ils continuent de se solidifier de la façon la plus intéressante et la plus productive possible, on doit clarifier, passer par un moment de clarification d'abord sur les caractéristiques des différents types de recherche, sur les forces et les faiblesses de tout type de recherche sur le droit. Et donc, ma présentation sera un petit peu sur cette première effort de clarification, si vous voulez, pour qu'on puisse par après mieux répondre aux questions contemporaines sur la recherche en droit, celles qui traversent en général les débats du moment, si vous voulez. Est-ce qu'on peut être scientifique et critique? Est-ce qu'il faut être normatif pour être critique? La normativité est-elle au contraire l'ennemi de la science? Peut-on être normatif et interdisciplinaire? En tout cas, toutes sortes de questions qui émergent du fait que les frontières entre les types de recherche et de pratique du droit sont un petit peu brouillées en ce moment. Et donc, je pense que pour renforcer les collaborations interdisciplinaires et évoluer vers ce paradigme des interconnaissances dont je vous parlais au début, il faut, si vous voulez, analyser le type de recherche qu'on est en train de faire ici chez nous et dans les facultés en général de droit et abandonner, si vous voulez, les perspectives qui tendent à concevoir ces types de recherche comme étant incompatibles, antagonistes, rivaux, d'accord? La prémisse évidente est celle, bien sûr, que le droit peut servir de support à différents types de démarches théoriques et méthodologiques et à différents types de démarches de recherche. J'ai identifié 3 types principaux. Okay? Ce sont des idiotypes, bien sûr. Ça va faire un peu violence à la réalité et à la pratique. Ça va faire un peu violence aussi aux nuances qui sont essentielles, mais pour les objectifs de la présentation de façon pédagogique, je les ai encadrés en 3 types, d'accord? Et donc, il s'agit de la recherche qui adopte le point de vue interne, de la recherche qui adopte le point de vue externe et finalement de la recherche qui adopte le point de vue d'en bas, ok? Je vais caractériser chacun de ces types de recherche, mais comme je vous disais, je suis consciente, disons, que peut-être il y a des nuances à apporter. Si vous en voyez, faites-moi signe et on peut certainement sophistiquer la présentation. Alors, si je commence par la première colonne, okay, la recherche qui adopte le point de vue interne, c'est vraiment la recherche qui est réalisée par ce que j'appelle le juriste cartographe. Okay? Le juriste cartographe est celui qui fait de la recherche en droit. Okay? Cartographier, pardon, c'est établir la carte de. Et donc, le juriste cartographe est celui qui répond à la question « Quel est l'état du droit? Quelles sont les règles ou les arrêts de principe par rapport à telle question ?» Le principe majeur de la cartographie, si vous voulez, est la représentation de données. Donc, la carte, c'est une représentation concise et efficace, une simplification de phénomènes complexes. Et donc, je dirais que la recherche juridique qui adopte le regard interne rassemble les contributions dogmatiques, donc développées par la doctrine, la théorie du droit ou les acteurs judiciaires. Et c'est une recherche extrêmement importante et essentielle. Bien sûr, on ne doit jamais sous-estimer l'importance de la cartographie, n'est-ce pas?
Comme le cartographe, le juriste cartographe, il systématise les points de repère, il joue un rôle qui est essentiel. Ce sont les cartographes qui ont permis les découvertes au Moyen-Âge, parce qu'ils ont fait des cartes, justement. Et donc, si vous voulez, le juriste cartographe, il est un spécialiste qui dresse l'état de la situation, et il le fait selon une science qui est complexe. Elle englobe plusieurs étapes. Elle n'a rien de simple. Il faut bien décrire le sujet, bien sûr. C'est l'étape fondatrice. Quel est l'état du droit? Mais il faut aussi faire une sélection des informations utiles à afficher sur la carte, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va mettre les informations physiques, biologiques pour les cartographes? Pour les juristes, est-ce qu'on va mettre les informations sociales, politiques? Quelles sont les informations pertinentes? Donc, le juriste cartographe, il peut se poser la question, par exemple, de savoir si nous devons tenir compte du racisme institutionnel et systémique au moment de juger des accusés autochtones. Ça fait partie de la cartographie de décider c'est quoi les éléments qu'on va sélectionner pour bien dresser la carte. Donc, cette collecte, cette sélection des informations demande un travail d'enquête qui est très sérieux, de sélection, d'assemblage, de conception. Et c'est un travail qui peut être plus ou moins créatif, dépendamment bien sûr de la personne qui le fait. Aujourd'hui, je dirais, la cartographie, pour ceux qui connaissent un peu la discipline, elle est elle-même transdisciplinaire. Et elle applique une quantité de sciences très impressionnantes, la géologie, à l'urbanisme, à l'architecture, à la sociologie. Et donc, je dirais que le juge, le juriste cartographe aujourd'hui doit aussi, lui, disons, naviguer dans un monde qui est complexe. Et nous avons, bien sûr, des exemples très intéressants de comment ces juristes cartographes nous montrent ce qui est là, mais aussi les voies du possible. Alors, si on pense, par exemple, à ce qu'a fait la juge Imel à travers le droit à la sécurité pour, disons, penser le travail du sexe, c'est un travail de grande créativité, de grande innovation et, si vous voulez, qui a justement mélangé différents types de savoirs pour y arriver. Donc, voilà pour le premier type de recherche. Maintenant, la recherche qui adopte le point de vue externe. Ici, on rentre dans la recherche scientifique, ok? Et j'ai appelé donc le juriste qui fait ce type de recherche, du point de vue externe, le juriste voyageur, ok? Grosso modo, je dirais que ce sont les contributions des sciences sociales qui prennent le droit comme objet d'étude. Donc, univers de la recherche sur le droit, pas un droit. Okay? Alors, le voyageur, bien sûr, c'est quoi le voyageur? C'est une personne qui est un voyage, qui est souvent un voyage pour voir de nouveaux pays, de nouveaux mondes, dans un but de découverte, d'étude, d'exploration. Le cartographe fait la carte, le voyageur fait le voyage. Il n'est pas engagé par un point de vue normatif. Il ne suit pas les conventions du point de vue interne. Il part véritablement à la découverte. C'est un explorateur. Il a une distance par rapport au regard interne. Il est autonome d'une certaine façon par rapport à ce regard. Ce qui caractérise l'attitude du juriste voyageur, c'est la liberté cognitive. Elle est essentielle. On n'est pas dans le monde du dogmatique. Le juriste qui décide de partir en voyage, il va pouvoir voir du pays. Il se transporte et se laisse transporter par ce qu'il voit. Il part, comme les explorateurs au XVIe siècle, pour voir de nouveaux paysages et il revient chez soi transformé. C'est essentiel, cette partie du voyage, c'est que nous rentrons dans une logique de transformation identitaire qui est soit consentie, soit activement recherchée. Mais elle est au centre du voyage, si vous voulez. Donc, le juriste voyageur, il apporte quelque chose qu'il n'avait pas avant de partir en voyage. Il apporte au droit quelque chose qui n'était pas là avant le voyage. Et c'est une attitude vraiment de celui qui s'intéresse davantage au trajet qu'à un point d'arrivée. C'est la logique de l'échange qui est son mode de vie savant. Il accepte de se transformer, il recherche cette transformation. Et donc, c'est un type de recherche qui est nécessairement interdisciplinaire.
et qui, bien sûr, ne convient pas aux juristes qui ont le mal du transport. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui vraiment y prennent plaisir, si vous voulez. Ce type de recherche produit un point de vue externe, une connaissance scientifique sur le droit qui est orientée par une attitude descriptive ou explicative. Ce n'est pas l'attitude normative qui caractérise ce juriste. C'est la position, comme dit Noro, la position scientifique est celle de l'observateur externe, c'est l'observateur du droit, disons, qui a cette attitude du voyageur. Il a un esprit très aventurier, mais il est en même temps, dans mon idéal typique, bien sûr, très contemplatif. Donc, il se laisse absorber par ce qu'il voit, mais il ne va pas plus loin. Il ne va pas nécessairement dans cette entreprise du juriste qui veut changer le monde. Et ça, c'est le troisième type de recherche qui nous amène à ça. Il faut dire que, bien sûr, on peut faire les trois. Hein. C'est pas, une personne ne doit pas être cantonnée. Donc, ça, c'est des attitudes. Okay? Il n'y a pas rien d'ontologique dans cette distinction. Alors, la recherche qui adopte le point de vue d'en bas, c'est ce qu'on normalement appelle la recherche engagée. Et dans mon schéma, c'est celle qui est pratiquée par le juriste architecte. Le juriste architecte, c'est celui qui veut, qui fait de la recherche pour le droit. Il fait de la recherche pour transformer le droit, pour transformer le monde à travers le droit. Il est engagé à déconstruire des modèles normatifs et à reconstruire des modèles normatifs. Il démolit et il reconstruit. Il propose des choses nouvelles. Donc, architecturer, c'est un verbe transitif qui veut dire construire avec rigueur, comme on construit un bâtiment, ça veut dire structurer. Et donc, le juriste architecte, il n'est pas juste en train de voir du pays, de voir le paysage, il veut transformer ce paysage. Il veut changer le monde. Il n'est pas contemplatif, il est combatif. Et donc, il va adopter le point de vue d'en bas, le point de vue partisan. Il faut dire qu'il peut privilégier le point de vue interne ou externe. Okay? Ce qui caractérise sa préoccupation, c'est la préoccupation avec les effets du droit à l'égard de groupes défavorisés, que ce soit d'un point de vue interne ou externe. Et donc, on est vraiment dans le monde de la recherche engagée. Pas nécessairement de la recherche-action. Il y a de la recherche-action qui n'est pas engagée. Donc, vraiment de la recherche engagée. Il y a aussi de la recherche-action qui est engagée. C'est une attitude émancipatrice, si vous voulez. Je cite ici cette attitude, je l'illustre avec une citation de Wallerstein qui dit « The social world, however bad, could be made better, and made better for everyone. The faith in the possibility of social betterment has been a bedrock of modernity. » Donc, c'est vraiment le juriste qui embrasse ce projet de la modernité, qui est celui de construire un monde meilleur. Alors, l'assise théorique de ce type de recherche, elle est ancienne. Elle peut être trouvée chez Hegel, par exemple, que dans la phénoménologie de l'esprit, explique la dialectique entre le maître et l'esclave, n'est-ce pas? Et il affirme, je cite, « Les conditions concrètes de vie d'une personne ou d'un groupe conditionnent et limitent sa façon de comprendre et de voir le monde social. » L'idée centrale étant ce que nous faisons modèle, ce que nous faisons, la position que nous occupons, modèle et limite, disons, notre point de vue. Et donc, Hegel dit, le maître et l'esclave, ils ne voient pas la même chose, leurs points de vue sont irréconciliables. Et donc, il faut aller chercher ces points de vue d'en bas, parce qu'on va découvrir des choses qu'on ne découvre pas si on ne donne pas la voix à ces groupes qui ont été tués, à ces voix qui ont été marginalisées. Et on croit que ce faisant, on produit de la connaissance nouvelle. Ce n'est pas juste la question de l'activisme, c'est qu'on découvre des points de vue auxquels on n'a pas accès si on n'adopte pas cette perspective d'en bas. Et donc, on va vraiment mettre l'accent sur le pôle proximité dans ce processus de recherche. Maintenant,
est-ce que cette recherche peut être scientifique? Okay? Ça, c'est une question qui est souvent posée. On dit, ben, ça, c'est juste la recherche engagée et on dévalorise ça en disant, ben, c'est pas de la vraie science. Et moi, je dirais que ça dépend. Okay? Il y a de la recherche engagée qui est, bien sûr, scientifique. Il y a de la recherche engagée qui n'est pas scientifique. Ça dépend du point de vue, encore une fois, adopté par le chercheur. Ça dépend de la posture du chercheur. Est-ce que j'ai le temps de présenter? Oui, je pense qu'il y a encore le temps de juste présenter cet aspect. Je dirais que il y a, disons, dans ma recherche, disons, je suis en train de faire un portrait de deux postures et je suis en train de dire qu'il y a deux manières d'être juriste critique. Okay? On peut être juriste critique en étant davantage inspiré par les valeurs de la recherche scientifique et on peut être un juriste critique en étant davantage inspiré par l'envie de changer le monde d'un certain point de vue normatif ou idéologique. Deux façons différentes de faire de la recherche critique, qui sont orientées par des valeurs qui sont différentes. Donc, ça m'amène à donc, cette idée de droit et innovation qui m'a amené à me pencher sur cette idée de c'est quoi la critique? Qu'est-ce que veut dire critiquer? Est-ce que la recherche engagée est la seule qui est critique? Est-ce qu'il faut être normatif pour être critique? Ou au contraire, est-ce qu'il faut être scientifique pour être critique? Et donc, je fais dans cette partie de la recherche une proposition de revisiter l'idée même de pensée critique et d'en faire par rapport à cette notion ce que Bachelard appelait, je cite, une catharsis intellectuelle et affective. Donc il dit, des fois, il faut qu'on laisse de côté les affects pour renouer avec cette idée de c'est quoi une pensée critique. Et donc, bien sûr que pour rester scientifique, la recherche engagée doit adopter un point de vue externe. Okay? Elle doit adopter une rupture épistémologique. Mais si on revient à cette idée de qu'est-ce que la critique, alors si on revient vraiment à la base, si vous voulez, critique, ça veut dire analyse, appréciation, examen, jugement. Critiquer, ça veut dire analyser, commenter, discuter, étudier, examiner. La source, c'est Robert, là, c'est rien de trop complexe. Et donc, on peut dire qu'est critique la pensée qui entretient une distance lucide par rapport à son objet, peu importe c'est quoi l'objet. Donc, penser de façon critique, c'est de penser en étant conscient que nos constructions conceptuelles sont le produit de distinctions contingentes que nous pouvons examiner. L'adjectif critique qui qualifie la pensée n'est donc pas synonyme d'humanisme. Il est synonyme de réflexivité, cette distance par rapport aux distinctions qu'on utilise et à leurs effets dans la vie sociale, bien sûr. Alors, quelle est donc l'autre face de cette notion de pensée critique? Moi, je suis en train de la concevoir. Disons, l'autre face de la pensée critique, c'est la pensée non examinée. C'est, je dirais, les formulaires, c'est une expression que j'aime beaucoup d'un juriste italien du XVIIe siècle qui s'appelle Briosa. Il parle des formulettes paresseuses avec lesquelles le droit entretient, disons, ses pratiques et ses solutions. Et donc, c'est la pensée, si vous voulez, qui ne prend pas une certaine distance par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on dit dans le monde, dans l'univers juridique. Donc, ce sont, disons, les théories qui ne questionnent pas leurs propres prémices ni leurs propres effets. Alors, si on revient à ce que je vous disais tantôt, deux façons d'être un juriste critique. Je vais passer brièvement et encore une fois de façon extrêmement idéale typique. C'est vraiment juste pour amorcer une discussion. OK?
comme le temps est court, je ne vais pas faire aucune nuance en ce moment, OK? Je veux vraiment juste marquer les différences. Alors, première colonne, elle indique l'attitude du juriste critique davantage inspirée par les valeurs de la science, les valeurs de la recherche scientifique. La deuxième colonne, elle indique l'attitude du juriste critique davantage inspirée par l'envie de changer le monde, sans égard aux valeurs de objectivité ou aux valeurs de la science, d'accord? Donc, première différence cardinale, à mon avis, est mieux décrite en anglais. En fait, c'est une langue qui nous offre deux mots pour parler de critique et je pense que ces deux mots, en fait, sont très utiles. On ne les a pas en français. Je dirais que, tandis que le juriste de critique de type scientifique est critique dans le sens que j'ai identifié avec vous, le juriste critique de type idéologique, il est surtout adepte du criticisme, qui est une attitude un petit peu différente de l'attitude critique que j'ai abordée tantôt. L'attitude critique scientifique, elle est tournée vers l'identification des distinctions utilisées par le droit pour observer le monde. Okay? Donc, critique, c'est d'observer nos distinctions. C'est ça que ça veut dire critique de ce point de vue. Comment le droit observe-t-il un tel phénomène? Quelles sont les distinctions qu'il va mettre de l'avant? Comment va-t-il séparer le monde? Exemple de mes propres recherches, à partir de quelle distinction, de quel conditionnement, de quelle routine cognitive et discursive le système pénal construit-il son concept de peine? Okay? C'est vraiment au centre de mes recherches. Dans cette perspective, la quête des essences, elle est vaine. Okay? Dans cette façon d'être juriste critique. La tâche principale du chercheur consiste tout simplement en la description des observateurs et des structures que le droit mobilise pour construire son monde, pour réitérer son identité, pour concevoir sa fonction au sein de la société. Donc, c'est une pensée sur une pensée. C'est une pensée réflexive. Ce n'est pas une pensée normative. Okay? L'attitude du juriste critique de type idéologique, elle est différente. C'est davantage, sans nuance, okay? Encore une fois, une posture de criticisme. Donc, il ne s'agit pas d'analyser, il s'agit de trouver un coupable pour une situation de fait, souvent le capitalisme, les hommes, le libéralisme, les riches, les conservateurs, etc. Et c'est vraiment une attitude de fault-finding evaluation, je dirais. La question fondamentale posée par ces approches est la suivante: What needs to be changed and who's to blame? Donc, c'est vraiment toutes les recherches qui ont donné la voix à certains groupes et qui ont dénoncé certains autres groupes. Les hommes avec le patriarcat, les employeurs, les capitalistes, etc., etc. Okay? Donc, ce sont deux types de postures critiques. Toutes les deux sont critiques, mais qui divergent dans leurs intentions. Dans celle davantage orientée par les valeurs de la science, l'objectif visé par la critique est celui de produire une analyse, de faire un examen, d'identifier les conséquences de l'adoption de certaines distinctions, d'identifier des tâches aveugles, des angles morts. Donc, c'est vraiment une intention cognitive. On cherche les angles morts, on cherche des choses qui n'ont pas été bien observées. Le but, l'intention du chercheur de type idéologique n'est pas le même. Il agit souvent dans un but politique. On veut produire une protestation, on veut faire un reproche, dénoncer une situation, exprimer une revendication, provoquer un changement, stimuler l'émancipation, dévoiler des formes d'oppression, et j'en passe. Donc, deux postures critiques qui commandent une façon de travailler différente de la part du chercheur. Dans le premier cas, l'examen des valeurs normatives, des routines cognitives, des options décisionnelles privilégiées par le droit, tout ça, c'est pour le chercheur, ce sont des questions empiriques. Okay? Donc, un arrêt de jurisprudence, ce sont des données, des arrêts de jurisprudence sont des données empiriques. Ce n'est pas une source de droit, comme c'est le cas pour le chercheur, disons, dont le portrait se trouve à la deuxième colonne. Donc, quand on voit certains modèles normatifs, on voit des options
contingentes, qui ont été faites comme ça parce qu'elles sont le fruit d'une certaine façon d'observer la réalité. On voit que ça pourrait être autrement. Dans le deuxième cas, l'examen des valeurs normatives, si vous voulez, est vraiment déterminé en général par les préférences non scientifiques du chercheur. Donc, c'est déterminé par les préférences morales, idéologiques, politiques du chercheur. Bien sûr que le statut accordé à la théorie est différent dans ces deux types de recherche. Du côté gauche, les théories, je cite ici Luhmann, « Theories are instructions for empirical research ». Donc, le but de la théorie, c'est vraiment de nous donner des repères pour organiser l'empirie. C'est ça le but de la théorie. Et donc, les théories sont des instructions pour, si vous voulez, c'est comme, elles ont une valeur cognitive. Ce sont le manuel d'instruction qui est nécessaire pour faire sens de la grande diversité empirique de nos objets de recherche. Dans le deuxième cas, les théories sont des instruments pour justifier des préférences de type normatif. Donc, elles ont une valeur dogmatique. On pense que la théorie qu'on adopte est la meilleure pour observer ce qu'on veut observer. C'est celle qui rend mieux compte du réel. Donc, en termes de propositions épistémologiques, dans un cas, on a des schémas d'observation du monde, des descriptions davantage ouvertes, conscientes de la contingence et de la diversité possible des descriptions sur le monde. On nous donne des lunettes, si vous voulez, mais on n'impose pas la graduation avec laquelle nous allons observer le monde. Dans le deuxième cas, on nous donne les lunettes et on nous dit c'est quoi la bonne graduation. Donc, on nous propose un récit, comme le marxisme, par exemple. Les explications sont fermées. On sait exactement comment, disons, quelles vont être les conclusions de nos recherches, en général, tout de suite en partant. Et c'est comme si le chercheur a une pré-réponse, si vous voulez, ou une attente qui est trop spécifique par rapport à la conclusion à laquelle il doit arriver. Donc, on nous donne des lunettes, on impose les moulures et la gradation avec laquelle on va observer le monde. Il y a des éléments très affectifs dans ce type de recherche. Bien sûr, c'est très important de dire que ça n'implique aucunement la production de mauvaises connaissances ou de mauvaises recherches. En fait, si on revient, si vous voulez, à notre tableau précédent, je dirais que il y a de la bonne et de la mauvaise recherche dans toutes les colonnes. Okay? Alors, c'est vraiment une question de style, une question de préférence, une question de se reconnaître. Peut-être que vous vous reconnaissez plus dans une ou l'autre colonne aussi. On peut les faire les trois, on peut pratiquer ces trois types de recherche. Certains d'entre vous, par ailleurs, le font. Ce sont donc trois manières de produire des connaissances qui ne sont même pas reliées au champ disciplinaire du chercheur. Elles sont plutôt reliées à une posture théorique, méthodologique, éthique et épistémologique par rapport à la réalisation d'une enquête et d'un problème particulier. Et donc, dans cette perspective, je dirais que les juristes ne sont aucunement condamnés à avoir un regard interne sur le droit et la recherche interdisciplinaire n'est pas condamnée non plus à ignorer ou mépriser le regard interne, ce qu'elle fait trop souvent. Et ça, c'est problématique. Alors, moi, je dirais que, je sais que je flirte ici, ma passion, elle est ici. Éventuellement, je vais me marier dans la troisième colonne. Je ne suis pas encore arrivée, mais je sais que j'aime jouer dans les trois tableaux. Alors, pour conclure rapidement, je dirais que ces trois types de recherche, ils sont présents déjà dans les faits dans nos facultés de droit, non sans heurts, non sans malentendus, mais on est aujourd'hui, ici même à la section, un foyer d'énorme diversité. Alors, je pense que c'est très important de se rendre compte, juste avant de passer à la conclusion, qu'on doit vraiment laisser complètement de côté la tendance à hiérarchiser ces trois types de recherche. Je pense qu'on ne gagne rien avec ça et on en perd beaucoup, en fait.
on doit reconnaître sans dogmatisme que ces trois regards sont extrêmement essentiels, importants, et qu'on pourrait les mettre à dialoguer assis à la même table de façon plus innovatrice aujourd'hui. Chaque type de recherche a un point de vue qui est nécessairement limité. Tous ces trois types de recherche ont des angles morts. Il y a des choses que la recherche interdisciplinaire fait mal. Il y a des choses que la recherche interdisciplinaire fait bien, et c'est vrai pour les trois types de recherche. Donc, je dirais aussi que la contribution de la recherche de type scientifique, la recherche critique, peut apporter beaucoup à la recherche qui se base sur le criticisme, offrant par exemple la clarté par rapport au concept. Et donc, c'est un chercheur qui va agir sur le monde, il est mieux outillé pour le faire s'il part avec des meilleures distinctions. Et inversement, je pense que les modèles normatifs proposés par les personnes qui font de la recherche engagée sont aussi des outils extrêmement puissants pour stimuler l'innovation, la créativité du point de vue de la recherche scientifique. Alors, ce sont trois points de vue différents. Il ne faut pas les hiérarchiser. Ils ont tous des forces et des faiblesses. Et donc, dernier mot, je dirais que par rapport à l'enseignement, je pense que l'innovation requiert une réflexion approfondie sur le répertoire des thèmes, des cours, des théories, des approches, une meilleure intégration entre théorie et pratique. Il y a plusieurs choses qui sont en train d'émerger, le team teaching, un théoricien et un praticien qui enseignent la même matière en même temps, l'experiential learning, etc. Je pense qu'il faut revaloriser le rôle de la théorie et le rôle de la pratique dans l'enseignement. Pour ce qui est de la recherche, possibilité de connaissance de l'objet droit et la stimulation de l'imagination juridique se tisse, à mon avis, dans l'articulation de différentes disciplines, oui, mais de différentes formes de production de savoir scientifique et non scientifique sur le droit, donc interconnaissance, intercognitivité, je pense que c'est vraiment une avenue extrêmement intéressante. Et pour ce qui est de la pratique, je pense que les recherches empiriques, tous genres confondus, qui prennent le droit au sérieux, risquent d'intéresser davantage le droit et ses acteurs et de produire de la variété créatrice qui puisse être mise à la contribution des opérations du système et des solutions aux enjeux contemporains qui sont les nôtres. Alors, merci beaucoup. On a encore 30 minutes. Merci beaucoup, Margarida. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui vous brûlent les lèvres? Tout le monde est en train de réfléchir à une catégorie dans laquelle il va tomber. Catherine. Juste pour partir là-dedans, j'ai beaucoup apprécié le texte que tu nous as donné aussi. Si tu peux revenir à ton diapo, ça. Est-ce que, j'ai deux questions. Premièrement, et peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que dans les trois cas, le droit est l'objet. Au lieu d'avoir la société comme objet possible, utilisant des lunettes de droit pour regarder des références sociaux, ce qui est correct aussi. Est-ce qu'on aurait pu élargir le tableau pour l'utilisation du droit comme outil de regard de la société? Première question. Et deuxièmement, est-ce qu'il existe la recherche qui adapte le point de vue dans le... Ça, c'est provocateur. Très intéressant, très intéressant. Peut-être un paradigme des interconnaissances ferait ça, c'est-à-dire en regardant et on mélange tout. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris. Je vais clarifier d'en haut, c'est que d'en bas, si j'ai compris, et surtout... Non, je comprends. C'est des gens au bas de l'échelle, mais est-ce qu'il y a des gens qui font une analyse critique du droit du point de vue de C.D. Harris? C'est super intéressant que tu poses ça comme question, parce que moi, je pense qu'en fait, ça, par exemple, c'est vraiment un problème qui est encore présent dans la recherche critique, et je pense qu'elle fait fausse route là-dessus, au sens où on a abandonné le point de vue d'en haut, justement. Parce qu'on s'est dit, on va donner, on s'intéresse à ce que
au droit en pratique, à ce qui n'est pas vu, on s'intéresse à ce qui n'est pas dit, aux attitudes psychologiques des juges, parce qu'au fond, c'est ça qui va déterminer la façon dont ils vont donner leur sentence. Et moi, je pense que c'est vraiment une erreur. Okay? Si on veut produire la recherche critique, on doit vraiment s'engager de face avec les producteurs officiels du droit, avec le point de vue d'en haut, avec ces points de vue majoritaires, dominants. C'est là-dessus qu'on peut vraiment changer, je dirais, la façon par laquelle on fait le droit. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre ça de côté. Il y a eu une mode où, d'un coup, les études sur la conscience du droit, etc., où, d'un coup, on se dit, on ne s'intéresse plus à disons, aux institutions centrales du droit. Tout ça, c'est juste de la théorie. Là. Le law in action, c'est autre chose. Et on va s'intéresser à ces phénomènes. Super important, mais je pense que si on veut produire de la recherche critique, c'est essentiel de vraiment continuer de faire des recherches qui prennent très au sérieux les conventions, le point de vue d'en haut des institutions centrales du système. Ça, c'est, en tout cas, je ne sais pas si ça aide un petit peu à rêver. Ce que je voyais, c'est que lorsque, je vais être simpliste, si le Premier ministre Harper il trouve que les juges sont trop libéraux et qu'il veut engager de la recherche critique, la réalité juridique du point de vue des gens qui ont des attentes hautes, est-ce que ce type de recherche existe en droit? Et si oui, c'est où? Attends, donc tu dis... Il faut dire que... Il y a des gens qui veulent changer le monde, il y en a qui veulent changer pour le pire. Pour le pire. Ils sont pas des langues économiques. Oui. Des langues économiques, c'est le droit. Et je ne les vois pas, ces gens-là. Peut-être qu'ils font pas une recherche en droit, ça se peut. Ils sont pas là en économique, le droit. OK. Ben, moi, je dirais que ces trois types de recherche, ce sont des postures théoriques épistémologiques. Donc, on peut tout, comme je disais, on peut produire ce genre de recherche dans les trois types de recherche. OK? Bon, sauf celui d'en bas, comme je dis, qui peut adopter le point de vue interne ou externe. Donc, la question, c'est un juriste qui veut faire ça et qui veut, disons, renforcer des solutions conservatrices et discriminatoires. Est-ce qu'il va le faire en utilisant des matériaux et un point de vue interne ou externe? Donc, c'est pour ça que je dis les trois types caractérisent une posture du chercheur et il y a de la bonne et de la mauvaise recherche dans les trois. Donc, il faut vraiment analyser au cas par cas, de où on s'est placé. Est-ce qu'on s'est placé dans l'économie pour produire cette recherche? Ben, c'est de la recherche externe qui, pour moi, heurte certaines valeurs. Mais voilà, il a adopté un point de vue externe pour soutenir une solution, disons, qui est de type conservateur. Mais est-ce que c'est de la recherche scientifique ou est-ce que c'est de la recherche idéologique? Il faut croiser. C'est pourquoi j'ai mis les deux termes. J'ai séparé la question du critique et du non-critique, ou du critique de type idéologique et du critique. En fait, il y a aussi de la recherche non-critique. Tantôt, j'ai juste présenté deux façons d'être critique. Okay? Mais pour ces juristes, des fois, ils sont en train d'être critiques parce que ça ne va pas et puis ce n'est pas bon de distribuer autant. Et donc, pour eux, il faut être critique de ça aussi, de l'État-providence. Donc, pour eux, ils peuvent se percevoir comme des juristes critiques. Donc, à chaque fois, il faut vraiment analyser l'enjeu et où est-ce qu'on s'est placé. Je pense que c'est ça la question. On se place d'où pour faire cette recherche? On a recours à quel type de matériaux? Puis après, l'évaluation, là, on tombe dans nos préférences normatives, politiques, idéologiques. N'est-ce pas? Pour dire, ben, c'est bon, c'est mauvais. Je vais juste lancer, je vais proposer une réponse peut-être complètement en dehors de la traque parce que j'ai manqué une grande partie de la présentation, j'en suis fort désolée. Mais je pense que la recherche d'en haut, elle est faite présentement dans les instances gouvernementales, entre autres au moment où on évacue les mémoires qui sont envoyées au cabinet des ministres et où l'État regarde quelles sont les meilleures façons d'insérer une politique dans le système juridique. Et c'est occulte parce que les mémoires, ils sont pour l'instant confidentiels pendant 25 ans. Je pense qu'il y en a une recherche d'en haut qui est faite
La recherche institutionnelle, oui, oui, non, ça, Ce serait la recherche ça fait partie du portrait, oui. Mais ce n'est pas des chercheurs identifiés. Non, c'est ça. C'est ça, parce que ça, c'est une posture du chercheur. OK? Donc, j'ai pensé à comment 3 façons de faire de la recherche. Mais bien sûr, on doit composer avec la recherche institutionnelle, avec cette production de connaissances qui est théorique et pratique et qui se passe ailleurs, mais qui n'est pas dans le monde de la recherche. OK? Des fois, oui. Non, non, non institutionnel, je veux dire. Mais peut-être c'est clair que c'est intéressant de penser à ça. Oui, peut-être. Complexifier. Alors, j'ai manqué la présentation, mais dans ta présentation, est-ce qu'il y a des gens qui essaient de se cacher, de passer sous une catégorie alors qu'ils appartiennent à une autre? Est-ce que tu penses à quelqu'un spécifiquement? Mettons des noms, là. J'ai un commentaire justement qui va venir rejoindre un peu ce qu'Émile dit. C'est, est-ce que dans ta typologie, tu vois de l'idéologie seulement chez les juristes architectes, ou est-ce qu'il n'y en aurait pas aussi chez les cartographes et qui seraient justement des cachés? Ouais. Hein, l'idéologie? Parce que je pense que, surtout dans ton tableau avec les 2 postures critiques, je pense que Critical Legal Studies, là, ils résisteraient énormément à être mis dans cette catégorie-là. D'abord, eux, ils diraient qu'ils ont un point de vue interne sur le droit. C'est ça. Parce qu'ils essaient de démontrer comment on peut jouer avec les catégories internes de façon idéologique. Et donc, tout leur objectif, c'était finalement de démontrer comment cette cartographie-là n'était pas neutre. Et donc, c'est pour ça que je me demande, est-ce que... Mais eux, c'est clair, sont dans le point de vue interne. Est-ce qu'elle est juste là, dans ceux qui veulent changer le monde, ou est-ce qu'elle peut être juste dans la cartographie qui n'est pas nécessairement juste la description? Là? Bien sûr. Elle peut être dans la cartographie. D'ailleurs, vous savez, la cause de certaines guerres dans le monde, c'était des cartes déformées, n'est-ce pas? Non, c'est étudié dans la cartographie comment, en déformant une carte, on peut provoquer une guerre, etc., parce qu'il y a de la stratégie, il y a de la mauvaise foi, et donc on ne fait pas la bonne carte pour tromper l'ennemi. Oui, bien sûr, oui, c'est clair, clair. Parce qu'en fait, tu sais, c'est qu'il y a des catégories juridiques qui vont avantager certains groupes. Donc, peut-être qu'il y a une partie de la recherche d'en haut aussi qui est dans la cartographie. Oui, non. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je monte. J'ai un commentaire, je ne voulais pas le faire, mais je vais le faire tout de suite, en rapport à la cartographie aussi. Dans cette idée que les cartographies sont produites, ça dépend du contexte. Donc on produit, si on regarde les cartes de navigation, on peut produire une carte pour parcourir des distances, donc il ne va pas avoir de précision sur où accrocher un bateau dans un port sécure, parce que ce n'est pas important. Et ou bien on peut aller plutôt du côté plus détail empirique. Donc je pense que ça c'est possible de faire une distinction à faire plus ou moins dans ce sens-là, de penser en recherche cartographique plus au niveau dogmatique et rentrer une bonne partie du droit de société aussi dans le côté cartographique. Ça rentre là aussi. Tout à fait. Des meilleures descriptions plus nuancées, plus, oui, tout à fait, plus approfondies. Alors, les 2 autres questions que j'aimerais poser, c'était en rapport à cette enquête qui dit que 95% préfèrent embaucher des universitaires qui vont faire une innovation, un travail. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut penser ça pour les droits, parce qu'on ne va pas nécessairement former en droit les professionnels du travail. C'est quoi le rôle du barreau là-dedans, c'est quoi le rôle jusqu'où on peut aller en termes d'innovation de l'enseignement, parce que c'est bien beau l'innovation, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on aurait posé une question au grand cabinet d'avocats en disant, regarde, est-ce que vous êtes prêt à embaucher quelqu'un sur un barreau? Je ne pense pas qu'ils ont posé ce genre de questions. C'est une enquête générale, donc seulement pour réfléchir un peu plus. Et l'autre question, c'est en rapport à cette idée d'interconnaissance. Là, je vais faire un peu les rôles d'avocat de gamme. Il posait un peu la même question qu'on pose souvent en rapport à l'interdisciplinarité. Jusqu'à quel point les modèles d'interconnaissance aussi, il va nous pousser à perdre des référentiels
théorique disciplinaire. Et là, on tombe sur l'humain. Donc, jusqu'à quel point, en allant vers une interconnaissance, on laisse de côté des outils disciplinaires et théoriques, la pas de théorie, c'est une discipline, qui nous permet de mieux observer et de mieux instruire la recherche empirique. Je commence par ça. Ça n'implique aucunement l'abandon disciplinaire. Okay? C'est un peu, si tu veux, quand je mets l'accent là-dessus, c'est pour, en fait, radicaliser cette idée qu'on peut faire de la sociologie du droit avec le droit et pas contre le droit ou sans le droit. Okay? Il y a beaucoup de recherches interdisciplinaires qui a été faite dans un grand mépris du droit. Okay? Bourdieu, par exemple, n'a jamais fait de recherche empirique sur le droit. Il a toute une théorie sur le droit, n'est-ce pas? Comme Champ, dans sa théorie des champs. Donc, c'était vraiment cette idée de je suis ancré dans une discipline, dans une théorie, dans une épistémologie, mais je vais connaître avec le droit, en donnant la voix au point de vue interne, aux acteurs judiciaires. En pratique, c'est quoi? Je fais des entretiens avec des juges, des procureurs. Avec ma théorie, bien sûr, je ne vais pas observer mon objet comme eux, ils le font, mais je prends au sérieux la façon dont ils observent, je prends au sérieux les contraintes qui sont les leurs, je prends au sérieux les difficultés qu'ils ont à innover dans certaines situations, parce que ça me permet de produire de la meilleure connaissance. Mais je n'abandonne pas du tout, disons, mes outils théoriques ou épistémologiques pour le faire. Par rapport à la question de la pratique, je dirais que c'est vraiment super intéressant cette partie de la recherche parce que je lis toutes sortes de textes fascinants, en fait, et de recherches qui sont faites et qui disent qu'en fait, qui vont, par exemple, faire des entretiens avec des avocats qui sont dans la pratique et qui disent, rien de ce que j'ai appris à la faculté m'a servi à rien. Quand j'étais placée pour la première fois devant le fait que je devais faire, je ne sais pas, faire témoigner un témoin, toutes les pratiques, toutes les techniques, il dit, j'ai pas appris ça non plus. Donc, on est en train de faire quoi, en fait? Parce que même du point de vue de la pratique et du barreau, on ne le fait pas, là. Puis, je ne pense pas qu'on doit le faire, c'est pas à nous de faire ça, c'est au barreau de faire ça. À mon avis, en tout cas, je pense que c'est essentiel de garder une liberté académique, je trouve. Cela dit, est-ce qu'on peut vraiment puiser dans des apprentissages qui sont reliés à l'expérience? Est-ce qu'on peut faire des procès, assimiler des procès? Est-ce qu'on peut faire des collaborations avec le milieu, avec la vraie communauté? Est-ce que la communauté a besoin de solutions juridiques pour régler le conflit sur Saint-Denis avec les tours qu'on veut construire en ce moment? Puis est-ce que nos étudiants peuvent participer à formuler le problème, à formuler la solution? C'est différent du barreau. Là, tu apprends des vraies choses. Tu apprends à négocier des vraies techniques qui vont, elles, être pertinentes une fois dans la pratique. Donc, je suis juste en train de lire et de mapper ce territoire qui est très sablonneux, OK? Mais c'est très intéressant de voir qu'en fait, les gens ne se sentent aucunement préparés pour la pratique du droit non plus. C'est très intéressant. Margarita, do you mind if I speak in English? No. Is that okay? No, it's okay. Thank you so much for your presentation. I am absolutely fascinated by your mapping exercise, and it's something I'm actually figuring out for myself at the moment, which is how to map law even, in the different ways that the maps can be used. And one reflection I had just from the way you have, structured the fields as such, is around the position of the cartographer, the person who gets to create the map and for what purpose, is really, I think, important to understanding the nature of the map. And so one of what seemed to me to be, say, the intention or the thing behind it, and again, I'm not fully running it, but I'm just picking up from that, was the idea that it is about making those interconnections, to make law more relevant, more meaningful, more emancipatory, or whatever within that. And just pulling out a bit then from your map, if we could Google map back a bit, I just wondered, I think, some of those interconnections are happening already, and I think mapping those is actually really fascinating, because I think that those kinds of intersections can reveal the bigger project that law is actually playing, usually there in our globalized world, whether at the local level or at the international level. And so perhaps the distinction between empirically grounded work and more theoretically grounded, that may not be as distinct. They may be more porous, than perhaps our. Oh no, they're not distinct at all. Okay, when I do research, I normally do for sure the first two,
and sometimes the third one, okay? But for sure, you cannot distinguish them. No, I agree with that. Yeah. And so I think sometimes, and particularly now, because, you know, are we in a post-critical legal theory? Can you know what I mean? Like we've all done critical legal theory, that, you know, and I suppose what I'm struggling at with my own research around this kind of thing of that, so we're thinking of what is the project of this, what is the purpose of our research, in first, but it is about, like, is the job to rescue law? You know what I mean? Is it to draw from these things to improve law, to make it better, make it more meaningful and all this kind of way? Or is it really to pinpoint, you know what I mean, some of the blind spots that you have mentioned already in your point? You know what I mean there? And so I think as researchers then, in drawing those maps and in making those decisions, I think there's a positioning then of us as cartographers then within that. And that's something that I don't think we have to locate ourselves in one place all the time. I think we can move around that. Exactly. You know what I mean there Exactly. as well. But I guess I would just come back to the politics of mapping, you know what I mean there, within, you know, how people are thinking about law and that. And I'm drawing particularly from my own research, which is on international law and development aid, which straddles a number of, you know, international law spheres, if you want to put it like that. And so who gets to draw the map is very, very relevant to the politics of the research then that is done on it. You know, Yes. and to that. And so that was just the thing that was struck with me. And I think it's really, really helpful how you're dealing with it. But I think, and then going back to your you know, a new politics of legal education, you know, your quote at the start, there's a politics of legal research, I think, as well, that being aware of where we stand on this, you know, there is very helpful. Yeah. There are just some reflections on Yeah. No, but thank you so much. It's very important to what you're saying, and you know, I have here an article. You understand French, right? Yeah. So because it's in French, and it's about cartography, okay, and the title is La cartographie entre science, art et manipulation. Et c'est vraiment sur ça. Who gets to draw the maps? And so that totally depends on the position of the researcher, and you can use it for identity politics. You know, you can draw a map for identity politics or for déformer la réalité. Or so those are very, very important questions. The cartography. That's why I said it depends on your intention. If you want to do it creatively or not, you can do it in a very conservative way, like you were saying. So, are we trying to rescue law or pinpoint blind spots? If I ask you that question, what are you trying to do with your research? I'll just give you an example. I mean, if we're looking at intersections in terms of law, I mean, there's a discipline already in legal research, which is law and economics, right? You know what I mean there, right? And, you know, you could look at the politics of that area of research at the moment in terms of, so what purpose does it enable law to serve in society, you know? You could look at, for example, even the use of science in international trade law, arbitration. What purpose is the science? And then obviously then this is being engaged in law, you know, enabling that. And I think it's, so, and this is where the bigger project of law, are there resonances between the DNA of law and the DNA of these different kind of disciplines that enable some to come together a bit more fluidly and a bit more in a, you know, hybrid way? Yeah. Or are there some then that are more awkward to bring together, you know? And then what does this mean then for, you know, the Emancipatory Project? So I think, yeah, you know? I think that those contributions outside of law, my hope, okay, this is personal, is that it changes the DNA of law, you know, and it can really complexify, I don't know if the word exists, the DNA of law, because they're interesting. And I think we can make better law using better science, social science I'm talking about here. So I think it's important to, okay, I'll change to French, okay, because it's too complex to English. So, si on veut donner de nouveaux avenirs au droit à la sécurité, pour penser la question du travail du sexe, c'est extrêmement important d'appeler tous les sociologues, les féministes, les criminologues qui depuis des années ont produit des recherches sur le problème, par exemple, de la prostitution de rue. Et je pense que c'est
en puisant sur ces connaissances qu'on peut donner des nouveaux avenirs au droit à la sécurité tel qu'il est consacré par la Charte. Et donc, c'est en puisant dans ces connaissances qu'on peut changer le DNA du droit à la sécurité pour qu'il puisse élargir, avoir une nouvelle expansion, une nouvelle vie. Donc, c'est ça l'idée, étant donné que la Charte est vraiment cet arbre vivant qui peut, disons, continuer de se développer. Je pense qu'on peut produire des connaissances intéressantes qui, si on est intéressé par des nouveaux modèles normatifs, en feront des modèles plus satisfaisants à l'égard des problèmes contemporains comme les droits des minorités, comme le suicide assisté, comme toutes sortes de problématiques qui ont besoin, à mon avis, d'oxygène pour, disons, pour être réglées d'une façon qui soit plus respectueuse des droits de la personne tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Donc, c'est ça, I agree with you. On est forcé de mettre un terme parce qu'il nous reste, il faut quitter la salle, mais je dis forcé parce que c'est super intéressant. Puis je voulais te remercier et vous remercier tous. Et je pense que la conversation peut peut-être continuer, mais merci beaucoup. Information.